Merci pour cet exposé qui nous offre déjà une manière de comparer les approches. Personnellement, j'ai noté que les termes revenaient, les paramètres revenaient dans les deux approches. Alors, pas dans le même ordre, évidemment, mais on retrouve quand même de façon récurrente la séparation du vrai et du faux, du personnel et du collectif, de ce qui relève d'un intérêt privé ou d'un débat d'intérêt général. Et ces paramètres, finalement, pourraient donner une grille de lecture d'ensemble, mais la méthode, en revanche, reste différente. Vous introduisez également, à la fin de votre propos, une dimension qu'on n'a pas encore abordée frontalement, qui est la dimension de l'horizontalité du conflit entre les intérêts de la liberté d'expression et du droit à la réputation, et notamment la question de savoir si les droits fondamentaux peuvent servir à fonder des devoirs, finalement, dont le chef des individus. Alors, nous avons un espace de discussion. La parole est à la salle. Donc, oui, monsieur. Moi, j'ai juste une petite question à propos des juges allemands. Il y avait une partie dans la présentation dans laquelle vous avez parlé de la liberté d'expression de l'opinion, et vous avez mentionné l'article 5 de la loi fondamentale, c'est ça? Oui. Et là, il avait écrit que la décision ou la déclaration indépendante de leur... c'était un petit peu après. C'était la déclaration indépendante de leur valeur, indépendante du fait qu'ils sont vrais ou fausses, sont protégés, mais après, ils étaient quand même exclus de cette protection de la liberté d'opinion par la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est vraiment le cas que la Cour constitutionnelle a d'une certaine façon, s'est opposé à une lecture littérale de la loi fondamentale, ou est-ce que j'ai mal compris? Mais Oui, monsieur. En fait, l'idée, c'est de dire que les opinions ne peuvent pas être prouvées. Et c'est en cela qu'elles sont... C'est indépendamment du fait qu'elles soient vraies ou fausses. Or, dès lors qu'il est prouvé que l'affirmation est fausse, parce qu'il s'agit d'une affirmation factuelle, alors elle est interdite. Mais je dois quand même nuancer un petit peu, parce que dans certains cas, dans de nombreux cas, les journalistes ou d'autres personnes se fondent sur des faits pour construire un argumentaire, pour défendre une opinion. Et dans ce sens-là, les allégations factuelles sont aussi protégées. Donc là encore, on retrouve cette approche très extensive de la liberté d'opinion. Vous avez une question, monsieur? Oui, bonjour. La question s'adresse au professeur Manuel Dreyer. Donc, l'exception veritatis est un fait justificatif de la diffamation, mais pourquoi ne pas avoir fait de la fausseté des faits imputés ou allégués un élément constitutif de la diffamation? Parce que l'objectif n'est pas de protéger la vérité. L'objectif est de protéger l'honneur, la considération. Donc, a priori, tout propos qui est attentatoire à l'honneur ou à la considération mérite une sanction pénale, même s'il est vrai. Il est rare, endémique, qu'il est vrai, compte tenu du verrou que constituent deux articles dans la loi qui imposent une procédure particulière pour prouver la vérité et une procédure qui aboutira. Donc, on présume faux toute imputation ou annulation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération. Parce que dans la France du XIXe siècle, l'honneur a une valeur qui est sans doute infiniment plus importante que la vérité. Que les valeurs portées par la loi de 1881 soient aujourd'hui surannées, c'est bien possible, mais la loi existe toujours.
l'honneur semblait plus important que la vérité à l'époque. J'ai une question dans le droit fil de ce qui vient d'être demandé. Le fait que la vérité ne soit pas l'erreur, la fausseté, ne soit pas l'élément constitutif de la diffamation, vous venez en faire une réponse qui vous semble évidente parce qu'elle est affirmée par le droit, mais le problème c'est que l'opinion publique ne comprend pas cela, ce qui donne lieu à des instrumentalisations du droit de la diffamation, avec notamment des procès dirigés contre des enseignants-chercheurs, où ce qui ressort de ces procès, c'est que le juge a reconnu la diffamation au sens que vous venez de présenter, mais que l'homme ordinaire ne comprend pas. Donc il reconnaît la diffamation pour, le cas échéant, ensuite admettre un fait justificatif. Mais la définition traditionnelle, classique, ne demanderait-elle pas à être revue pour éviter ces instrumentalisations? En fait, je me suis permis de poser cette question en prolongement parce que j'avais surtout une question. J'avais aussi une question, si je peux la poser tout de suite, oui, pour madame. Ma question portait sur l'honneur, parce que vous avez indiqué que l'honneur est expressément présenté dans la Constitution comme une limite à la liberté d'expression, la protection de l'honneur personnel. De fait, la culture de l'honneur en Allemagne est connue du comparatiste et donne lieu à un droit d'insulte particulièrement développé. Si j'en crois certains comparatistes, on peut poursuivre quelqu'un qui a dit tu au lieu de dire vous, dans certains contextes, bien sûr. Donc c'est une culture de l'honneur particulièrement célèbre. Alors ce que je comprends mal, du coup, c'est comment s'articule le droit à l'honneur, la protection de l'honneur personnel, expressément consacré, et le droit à la réputation, vous avez dit qu'il n'était qu'indirectement protégé. Comment s'articulent ces deux notions? Parce qu'en droit français, l'honneur et la considération, on peut en mettre que la considération est un équivalent de la réputation, sont quand même produits quasiment. Donc j'ai l'impression qu'il y a une distinction vraiment, et comment on vous la présente? Première partie de la question. Parfait, au sujet de l'application curieuse que l'on fait de la loi de 1880, il y a une grosse différence entre l'Allemagne et la France. La différence, elle se situe pas seulement dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel de ces deux pays. La différence, elle se situe au regard de la place des incriminations. En Allemagne, on nous l'a rappelé, les incriminations, en cas de diffamation du jeu, elles sont dans le code pénal, un texte de droit commun. En France, on a gardé le droit de la Troisième République, une loi à laquelle on touche très difficilement, et pour une raison très simple. Tout le monde sait qu'elle est parfaitement dépassée, mais elle a cet immense avantage, grâce à ces dispositions procédurales, de protéger ceux qui s'expriment. Et on sait que les dispositions de fond sont aujourd'hui inadaptées, mais pour ne pas remettre en cause les dispositions de forme qui servent à protéger, en réalité, les organes de presse, eh bien, on garde l'ensemble. Il me semble, quand on envisage des questions un peu plus délicates que celles que nous envisageons ici, c'est-à-dire toutes ces infractions de presse qui ont un mobile discriminatoire et qu'on s'aperçoit que les poursuivre en application de la loi de 1880 condamnent à l'ineffectivité de la protection, il me semble bien clair qu'il faudrait remettre tout cela à plat et peut-être, s'agissant de la diffamation, introduire formellement une exigence de fausseté. Les intérêts des médias au regard des règles de forme de la loi de 1880 font que l'équilibre prévu par cette loi échappe à toutes les parties. Donc, si je comprends bien, le juge régule l'accès à son propre prétoire de cette manière. Le juge est ravi de ne pas avoir à se prononcer. Mettez-vous à la place d'un juge auquel on demande de dire la vérité, de dire si un fait est vrai. Alors, il va tout faire pour trouver, dans le mécanisme de l'exception de vérité, le moyen d'échapper à sa mission. Parce que établir une vérité judiciaire sur un fait dont il n'est pas saisi, parce que lui, il est saisi d'un autre fait, il est saisi du fait de publication, pour lui, c'est quelque chose, il résiste absolument. La preuve, la réalité du fait, c'est symboliquement important, mais c'est quelque chose qui n'aboutit pas. Cela, la question. Oui, alors,
pour faire court, la courte réponse, c'est le fondement de ce qu'on a vu ce matin. On a vu ce matin que c'était plus... La diffamation a été appréciée objectivement, qu'il n'y avait pas, on ne recherchait pas l'intention, alors que justement, le juge constitutionnel allemand, lui, il va, pour des cas où vraiment c'est délicat, où il doit distinguer entre atteinte à l'honneur vraiment ou liberté d'opinion, il va rechercher l'intention de l'auteur. Et donc, il va, par exemple, dans l'affaire A Soldier is a Murderer, il considère qu'une déclaration n'est que méprisante au regard de l'occasion et du contexte si, au-delà de la polémique et de la critique exagérée, le débat sur le fond n'est plus l'objectif principal, mais la diffamation de la personne. Donc si la finalité est la diffamation de la personne, alors protection de l'honneur. Si en revanche la finalité est d'ouvrir un débat public et d'attirer la population sur l'intérêt de la population sur un sujet sur lequel il faudrait réfléchir, alors ce n'est pas un cas de diffamation. En gros. Donc le juge recherche l'intention du locuteur. Aussi. Il recherche aussi, il regarde le contexte aussi, et voilà, l'occasion, pourquoi la personne a fait cette déclaration, et cherche à comprendre quelle était la finalité. Il n'y a pas un paramètre, a priori, qui entre en ligne de compte dans le droit français. Monsieur ? Oui, monsieur Dav, vous avez parlé des effets justificatifs de la diffamation. Donc il y a les deux établis qui sont l'exception de la légalité et la bonne foi, et on en a reçu un troisième qui semble se dessiner à un fait justificatif que vous appelez peut-être autonome, qui est la participation à un débat d'intérêt général. Dans quelle mesure ce fait justificatif aujourd'hui il est autonome en France? C'est-à-dire qu'aujourd'hui le juge, sur la simple fait que le propos s'inscrit dans un débat d'intérêt général, va considérer que le propos ne peut pas être diffamatoire. On est sur un droit jurisprudentiel, donc très tributaire de la pratique des magistrats. Vous avez certains magistrats, y compris à la Cour de cassation, qui désormais ne travaillent plus sur la bonne foi. Ils prennent uniquement en compte l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, vérifient si le propos pouvait s'inscrire dans un débat d'intérêt général et s'il avait une base factuelle suffisante. Ce serait clair si c'était tous les magistrats qui raisonnaient comme ça. Le problème, c'est que certains continuent à évoquer la bonne foi. Ce qui veut dire que, suivant les juges qui composent la Cour, les termes de la justification vont être plus ou moins facilement accordés. Dans certains cas, l'animosité personnelle ou l'excès du propos va priver la personne qui pourtant a inscrit son propos dans un débat d'intérêt général du bénéfice de la justification, alors que dans d'autres cas, c'est à mon sens uniquement la personnalité des magistrats qui statuent qui peut expliquer ça, il n'y a pas d'explication rationnelle. Dans d'autres cas, seules les dispositions conventionnelles seront appliquées. On oubliera la dentelle jurisprudentielle qui avait pu être faite autour de la notion de bonne foi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Parfois, la Cour de cassation n'a pas une position cohérente. Donc, parfois, elle donne le sentiment de s'inscrire clairement dans le sillage de la Cour européenne. Pour les magistrats qui ont le souci de la Convention, l'attitude est claire. Pour ceux qui défendent une tradition du droit de la presse et qui ont mal à abandonner la référence à la bonne foi, on voit matiner le critère de la bonne foi une référence à l'intérêt général, mais il ne suffit pas de l'en décider. Monsieur ? Oui, alors moi j'aurais deux questions pour Madame Ketlo-Dava. Vous nous avez dit que vous pouvez peut-être revenir sur la décision de 2017 sur la dissolution du NPD. Je suis très surpris, moi, personnellement, de la position de la Cour constitutionnelle allemande, du coup, parce que l'un de ses moyens, ça a été finalement de dire qu'effectivement, l'association n'avait pas les moyens ou l'ambition peut-être de renverser le parti de la démocratie en Allemagne. Mais ça m'a fait penser à une jurisprudence de la CEDH qui avait jugé complètement l'inverse à l'égard d'un parti en Turquie qui prônait la charia.
Et l'un des arguments de la Convention européenne des droits de l'homme, ça a été de dire, quand bien même votre philosophie n'était que dans un programme, et quand bien même vous n'avez pas l'ambition, finalement, les capacités à accéder au pouvoir en Turquie, vos propos sont tels qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la protection de la Convention européenne des droits de l'homme. Et quand je vous cite, comme nous savons, l'histoire de l'Allemagne, en tout cas le passé de l'Allemagne avec la Deuxième Guerre mondiale, je suis vraiment surpris sur cette décision. Ce sera ma première question, et peut-être deuxième question pour le professeur Dreyer. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur la différence entre l'injure et la diffamation? Je n'ai pas totalement saisi. Et enfin, peut-être pour prolonger la deuxième question de mon camarade, le rôle intentionnel dans la diffamation. Parce que si je comprends bien, tout à fait diffamer sans le vouloir, sans en avoir même conscience ou sans même en avoir même l'envie. Alors, diffamation, injure, c'est presque la même chose. À une réserve essentielle, c'est que la diffamation suppose le reproche d'avoir fait quelque chose. La diffamation, c'est un jugement du reproche et du porte sur un fait, alors que l'injure, c'est un jugement de valeur. A priori, étranger à tout fait précis. Dès lors que le propos porte atteinte à l'honneur ou à la considération, s'il passe par l'imputation de l'allégation d'un fait, il mérite la qualification de diffamation. S'il ne s'appuie pas sur un fait précis, c'est l'injure. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, je l'ai déjà oublié. C'est le rôle intentionnel. Alors, en droit pénal, l'intention s'apprécie abstraitement. Donc on ne la recherche pas. À partir du moment où vous avez exprimé un reproche qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, vous êtes présumé avoir voulu diffamer. Ce n'est pas le juge qui va le vérifier. Ce qui, au moment où vous avez dit les propos, pouvait se passer dans votre tête. On va déduire des faits qu'on ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la considération de quelqu'un sans le vouloir. C'est toujours intentionnel. Dans une bonne partie des cas, ce sera non intentionnel, parce qu'effectivement, celui qui aura imputé un fait autrui, aura certainement été imprudent, négligent, il n'aura pas vérifié suffisamment. Mais à partir du moment où il a pris le risque de rendre public le propos, on peut considérer que c'est quelque chose de vrai. Donc il n'y a pas de débat sur l'intention. C'est un faux élément moral. Et quand on est confronté à des médias, à des professionnels, le professionnel n'a pas le droit de démontrer qu'il n'a pas fait les vérifications qui s'imposaient. La présomption simple de mauvaise foi se transforme en une présomption de défaillance. Donc c'est vraiment l'argument l'absence d'intention qui ne marche pas. Alors, le parti. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. J'étais aussi choquée quand j'ai vu cette décision, mais il y a quand même plusieurs choses. Premièrement, dans cette affaire, le LPD s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour dire qu'il avait droit à la liberté d'association et que du coup, la dissoudre serait contraire à ses droits fondamentaux. À ces droits de l'homme garantis par la Convention. Et la Cour, elle rejette cette argumentation et elle dit, maintenant, selon la jurisprudence, au contraire, voilà, là aussi, enfin, si la Cour avait décidé de dissoudre ce parti, cela n'aurait pas été contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et qu'il n'y avait pas, comme avait demandé le FPD, lieu de faire un renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de la charte fondamentale, parce que cela n'entre pas du tout dans le champ d'application, parce que c'est une question nationale. Après, sur la question que vous posez, plus précisément, il s'agit de protéger la démocratie. Et si on commence à interdire des partis, est-ce que c'est pas renier soi-même les principes de la démocratie? C'est la question. Et en ayant adopté cette décision, la Cour,
elle donne des armes, des arguments à la société, à l'Allemagne pour faire attention avec ce parti encore plus. Parce qu'elle dit, attention, c'est un parti qui a des comportements diffamatoires, etc., qui est dangereux. Mais elle laisse vivre ce parti. Une autre question, je retourne la question à l'égard de la France. Pourquoi en France on est ravis d'entendre à la radio, on est honoré d'entendre à la radio des personnages qui ont des propos, qui sont pour des partis. Voilà, là c'est la même question. Mais en France, on n'a pas du tout le même débat. En raison de l'histoire, je suis d'accord. Mais en raison de l'histoire, justement, on protège l'article 5 de la loi. Ok. Yannick, juste un détail sur la RFA quand même. Il y a toute une partie de la RFA qui a à voir avec les valeurs et la contrariété des valeurs prônées par le parti en cause et la Convention. Et il y a quand même toute une seconde partie qui est une partie de contextualisation dans laquelle il est bien dit que la Turquie a connu l'Empire ottoman, a connu une théocratie islamiste. Et donc il y a une contextualisation qui fait que plus ce parti risquait de gagner les élections. Donc il n'est pas simplement, le brevet de conventionnalité de l'interruption du parti n'est pas donné in abstracto, bien donné dans un cadre très précis. Voilà. Puis pour dire quand même que la notion de démocratie combattante, elle est apportée dans la jurisprudence de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme à partir de la jurisprudence et de la doctrine allemande. C'est simplement pour apporter là. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer au second panel de l'après-midi.